Bonjour à tous, re-bienvenue dans le lycée à la maison 2.0. Cette fois-ci une vidéo concernant l'exercice sur les champs uniformes, en l'occurrence le champ électrostatique, donc une particule chargée soumise à l'effet d'un champ électrostatique. Donc c'est le troisième exercice sur ce chapitre-là. Je vous ai représenté le schéma que vous avez dans votre document, à savoir ce qu'on appelle un canon à particules. Ici ce sera des électrons. Tout simplement un canon qui va créer un flux de particules chargées positivement ou négativement selon les cas. Ici ce sera négativement. Et ces particules vont être envoyées avec une vitesse V0 horizontalement entre deux plaques qui, elles, seront chargées électriquement, l'une positive, l'autre négative. Vous savez depuis longtemps que les particules qui sont chargées vont être attirées ou repoussées selon le charge des plaques qui seront ici. Ce qui va se passer, c'est que ces deux plaques vont créer un champ électrostatique. Nous avons déjà fait des exercices de mécanique avec le champ de pesanteur, G, issu de l'attraction de la Terre. Ici, le champ va être d'ordre électrostatique. Le champ va toujours être des plaques positives vers les plaques négatives. Donc, la première question qui vous demande de donner les caractéristiques du vecteur champ électrostatique entre les deux plaques et de le représenter. Vous savez qu'un vecteur a trois caractéristiques, une quatrième quand il doit s'appliquer en un centre particulier. Ici, la direction va être une direction verticale entre les plaques positives et les plaques négatives. Le sens va être, donc du coup, de haut en bas, des plaques positives vers les plaques négatives. Et la longueur. La valeur du champ électrostatique vous est donnée dans le document, ainsi qu'une échelle. Je vous laisse faire le calcul. Globalement, il va tout simplement falloir représenter le vecteur E sur le graphique par une flèche verticale orientée vers le bas d'une longueur bien évidemment que vous aurez calculée vous-même. Vous pouvez le faire n'importe où dans l'emplacement entre les plaques puisque c'est un champ uniforme. Donc à n'importe quel endroit entre la plaque positive et la plaque négative, ce champ s'appliquera. Voilà pour la question 1. Pour la question 2, on vous demande comment Thomson a réussi à savoir que l'électron était chargé négativement. Tout simplement, il a observé que les particules qu'il envoyait, donc les électrons, subissaient une déviation, d'accord ? Donc une déviation croissante au fur et à mesure, et ensuite partaient en ligne droite une fois qu'ils sortaient du canon puisqu'ils n'étaient plus soumis au champ électrostatique, donc continuaient leur trajectoire rectiligne. Et il voyait que ces particules étaient déviées vers les plaques positives. Donc techniquement, il en a déduit que cette particule était forcément une particule chargée négativement puisqu'elle est attirée par les plaques positives. Voilà comme ça, comment Thomson a déterminé que les électrons portaient une charge négative. Ensuite, on vous demande, à l'aide du document 2, de donner la relation entre la force électrostatique F et le champ E. On vous donne quasiment la réponse, puisqu'on vous donne une formule qui est F, donc la force subie par la particule, elle va dépendre de sa charge et du champ électrostatique. Vous savez qu'un électron porte une charge négative élémentaire E, donc moins E, F égale moins E, E. Voilà, je vous laisse l'écrire, c'est quand même assez simple. Montrez que le sens de déviation du faisceau d'électrons est donc cohérent avec les observations. On obtient donc ici, pour l'électron, moins E, E. C'est-à-dire que la force que va subir l'électron n'est pas dans le même sens, n'est pas orientée comme le champ. C'est-à-dire qu'elle est opposée au champ. Le champ allant vers le bas, la force que va subir l'électron va être orientée vers le haut. C'est bien ce qu'on observe, puisqu'on voit bien que notre électron va être dévié contrairement à l'opposé du champ E. Donc c'est cohérent avec les observations de Thomson. Ensuite, on vous demande, en appliquant la deuxième loi de Newton, que vous connaissez par cœur, principe fondamental de la dynamique, montrez que les relations donnant les coordonnées de son vecteur accélération sont, et on vous donne les deux coordonnées. Normalement, c'est une méthode que vous connaissez, que vous devez maîtriser. La seule chose qui va être différente par rapport aux applications que nous avons déjà faites en mécanique dans le champ de pesanteur, c'est que la force qui s'applique ici ne sera pas le poids, donc mg, mais la force du champ électrostatique, c'est-à-dire celle-ci. Donc tout simplement, vous allez devoir utiliser cette force-là
que vous avez déterminé pour l'électron, F égale moins E fois E, en l'appliquant dans la seconde loi de la dynamique de Newton, donc somme des forces égale mdp sur dt, masse constante, etc. Je vous laisse faire la démonstration, et vous allez tout simplement devoir projeter, vous vous rappelez, hein, pour trouver les coordonnées d'un vecteur, on va projeter cette force, l'accélération que vous allez trouver, ça vous retomberez sur vos pattes, sur nos axes. Vous voyez que là, je n'ai pas encore dessiné les axes, puisqu'il y a un piège, je vous rappelle, que la projection sur les axes, c'est le premier piège lorsqu'on fait cette démonstration avec la deuxième loi de Newton, c'est de regarder dans quel sens sont nos axes. L'axe X nous a été donné comme ceci, et l'axe Y nous a été donné orienté vers le haut. S'il est orienté vers le haut, notre accélération est dans le même sens, donc la projection ne tiendra pas compte de ce moins. Vous allez voir également, une fois que vous aurez fait le schéma, donc je vous invite quelque part sur la trajectoire d'un électron à représenter le vecteur A, tel que vous allez le déterminer, et voir dans quel sens il s'oriente, ça vous permettra de trouver la projection. Donc voilà pour la question 2.1, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur accélération. On retombe sur la même démonstration qu'on a déjà faite dans les exercices de mécanique. Pour la question 2.2, donc là on vous donne, on ne vous demande pas de trouver l'équation de la trajectoire, on vous la donne directement, on vous donne y égale EE, je vais vous la noter, donc y égale, donc on a une fraction E, d'accord, donc attention on a un petit e, un grand E, 2 fois m, vous voyez qu'on fait intervenir la masse ici, la vitesse initiale au carré, et on a une équation du type second degré, type parabole, puisque nous avons un x au carré. Donc on vous donne la formule. Grâce à cette formule, on vous demande de déduire l'expression du rapport EE. Vous voyez qu'on a E sur m, pardon. Le E, le m qui sont déjà en fraction, et ce qui nous intéresse, c'est d'enlever tout le reste. C'est de la manipulation de formule. Vous allez devoir mettre tous les autres termes d'un côté, donc le y, le grand E, le 2, le v0 carré, le x carré. Vous allez me dire, y et x ne nous intéressent pas puisqu'on nous le demande en fonction de E, L, H, v0. Bah, tout simplement, on va regarder les conditions dont on nous parle. On nous dit qu'à la sortie des plaques, en x égale L, donc x dans notre cas va être remplacé par grand L, la déviation, donc ici, si mon électron était parti tout droit, il serait arrivé au centre. On vous dit que la déviation, donc la hauteur atteinte par l'électron au moment où il sort du canon, cette hauteur-là, cette déviation, vaut h égale 1,85 cm. Donc vous avez un y ici qui vous est donné à la sortie du canon. Donc on remplace y par h, on remplace x par grand L, puisque l'électron a traversé tout le canon et a donc parcouru la distance x qui vaut grand L. On remplace là-dedans et on obtient une expression de E sur m. Naturellement, la question suivante est de faire le calcul. Donc ça, vous pourrez le faire une fois que vous aurez déterminé l'équation. La question suivante est une question qui n'a rien à voir avec le chapitre, c'est une question qui retombe souvent dans les énoncés de bac, c'est une question sur l'incertitude. Vous avez les différentes incertitudes pour chacune des valeurs que vous avez utilisées dans votre calcul, qui vous sont données, et ensuite on vous donne une formule générale pour grand U, hein, l'incertitude. On vous donne la formule, vous n'avez plus qu'à remplacer par les valeurs qui vous sont données. Attention aux unités, vous devez faire attention que vos unités soient cohérentes, et bien faire attention où vous placez vos parenthèses, vos puissances sur votre calculette. Donc là, ce n'est qu'une question de maîtrise de votre calculatrice. Vous placez vos points aux bons endroits, vos valeurs, et vous pourrez trouver du coup l'incertitude. Vous n'oublierez pas de faire la deuxième partie de la question qui est exprimer le résultat. Souvent vous calculez l'incertitude grand U, vous mettez la valeur, très bien, et vous vous arrêtez là. Attention, il y a une deuxième partie dans la question qui est exprimer E de n. Donc je vous rappelle que n'importe quelle valeur qu'on va exprimer avec une incertitude, c'est la valeur moyenne que j'ai trouvée, donc une valeur, plus ou moins une incertitude. Donc la valeur, vous l'avez trouvée à la question précédente,
Et l'incertitude, vous venez de la calculer, donc vous pouvez faire une présentation propre avec les unités, encore une fois, de votre résultat. Voilà, j'espère que ces quelques petites explications et ce petit schéma vous auront permis d'avancer sur cet exercice. Encore une fois, je vous mettrai la correction prochainement en ligne. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à utiliser WhatsApp ou Éclat pour demander d'autres informations. D'ici là, travaillez bien, portez-vous bien et bon courage.